Bonjour à tous, ici le Geekophile et on se retrouve pour une nouvelle émission de Comics Over. Cette fois-ci, nous sommes en janvier 2017 et je vous parle de mes lectures librairie de décembre 2016. Alors on commence sans plus attendre puisqu'il y a beaucoup de choses à traiter. Le côté obscur, Django Fett et Zam Wesef, deux chasseurs de primes, donc Django et Zam, qui sont donc assez intéressants les deux. Il y a deux petites histoires qui en fait sont très liées, c'est-à-dire que l'histoire sur Zam est la suite de l'histoire sur Django. Et vraiment, ça se lit très vite, ça se lit très facilement, c'est très cool. Et donc l'histoire c'est c'est des chasseurs de primes. Simplement ils sont au début, simplement ils se rencontrent, ils se tombent dessus parce qu'il y a quelqu'un qui les a mis sur la même mission. Et du coup, c'est assez marrant de voir cette petite guéguerre. Et puis en fait, à la fin, ils sont obligés de s'associer. À la fin, pas vraiment à la fin. Mais en tout cas, ils sont un petit peu entre une guerre un peu fratricide, puisque ils sont très proches, ils se cherchent un petit peu. Mais c'est vraiment vraiment cool. Et ça se lit très vite. Voilà. Donc, une très bonne lecture. Ensuite, on passe chez DC. On a donc Justice League l'Odyssée du Mal, qui est donc la suite donc, du Justice League 1. C'est le deuxième tome des Justice League All New. Hein. Donc, si vous n'avez pas cette version de Eagle Moss, vous pouvez avoir peut-être la version Urban, puisqu'ils ont édité il n'y a pas si longtemps. Ça doit être l'année dernière ou il y a 2 ans. Bref, une histoire cool. C'est de la Justice League, donc ça se laisse lire très facilement. Au niveau du scénario, il n'y a rien de très folichon, mais ça reste vraiment très facile à lire et très cool à lire. Donc voilà, c'est une bonne lecture quand même, ça reste une bonne lecture quand même. Ensuite, Superman pour demain. J'ai dû en parler dans les lectures de novembre 2016, enfin le Comics Over de décembre qui parlait qui parlait des lectures de novembre. Je l'ai fini, la deuxième partie. La première partie, autant la première partie était très cool, autant cette partie-là est très what the fuck. J'ai pas tout compris, c'est vraiment assez particulier. Il se retrouve dans la zone fantôme, mais c'est pas clair, enfin, on comprend pas vraiment, j'ai pas tout compris comment il revenait sur Terre, enfin, assez particulier. On a donc Superman qui veut absolument sauver Lois Lane et les 1 million de personnes qui ont disparu. Et j'ai pas tout compris, je vous avouerai. Et puis j'ai l'impression qu'il y a certains ennemis qui sont posés là pour dire de poser les ennemis là. Bref, j'ai été déçu parce que la première partie m'avait trouvé vraiment cool. On avait une manière d'aborder le sujet Superman qui était très différente. Et ben là, encore une fois, là, ça revient à un récit plus classique dans sa narration. Et c'est un peu dommage et ça m'a un peu déçu. Donc voilà, bon bref. Une histoire moins intéressante que la première partie. Mais bon, voilà, si vous avez lu la première partie, je conseille quand même de lire cette deuxième partie pour avoir l'intégralité de l'histoire. Mais du coup, voilà, il y a un mois, j'aurais conseillé cette lecture. Aujourd'hui, je suis plus certain. Marvel maintenant. Alors, plusieurs choses chez Marvel. D'accord. D'abord, Panthère Noire. Qui est la Panthère Noire? Eh bien, comme son nom l'indique, en fait, simplement, c'est une histoire sur la Panthère Noire, sur son peuple, en fait. Et c'est assez classique comme histoire, puisque on a une guerre qui est menée, c'est-à-dire qu'on a la Panthère Noire et son peuple qui doivent se défendre contre une attaque de son pire ennemi, Klaw, qui est donc interprété par Andy Serkis dans les films, puisqu'on le voit très brièvement dans Age of Ultron, puisque c'est quelqu'un qui convoite le vibranium, comme beaucoup de gens sur Terre convoitent le vibranium et la technologie wakandaise. Et vraiment une histoire qui assez intéressante, puisque c'est un récit un petit peu politique. Donc vraiment histoire cool. Au niveau du scénario, voilà, c'est pas non plus grandiose non plus, mais ça se lit très facilement. C'est du dessin de John Romita Jr., donc c'est assez typique de John Romita Jr. Ensuite, on a Spider-Man. Alors, Spider-Man, vous avez l'anthologie Spider-Man qui est là. Vous pouvez lire très bien l'anthologie Spider-Man et celui-ci, puisque celui-ci raconte la rencontre entre Miles Morales et Spider-Man, c'est-à-dire que Mysterio de l'univers de Miles Morales, de l'univers Ultimate, va créer un portail qui va permettre la communication entre les deux mondes, et donc le passage du Spider-Man de notre univers, à la base c'était la Terre 616, qui va passer dans l'univers Ultimate, qui est donc l'univers 1600, je sais plus combien, bref, 1610, voilà, l'univers 1610, et donc du coup, deux Spider-Man se retrouvent dans le même univers, à essayer de résoudre ce problème, et Peter Parker qui va du coup revoir des gens qui lui sont proches, puisque dans cet univers d'Ultimate, il est mort,
enfin Peter Parker est mort, et du coup ça va être très intéressant à voir, et franchement une belle histoire, toujours dessinée par Sarah Pichelli et scénarisée par Brian Michael Bendis, comme l'omnibus qui est derrière moi. Et donc un beau dessin avec un scénario qui tient la route. Ensuite, on a de Marvel Red Jessica Jones, qui contient The Pulse. The Pulse qui est donc un Pulse de tome 1 à 5 et New Avengers Annual 1. Donc New Avengers Annual 1, c'est le mariage de Jessica Jones, c'est donc une histoire qui se passe avant le mariage de Jessica Jones, puisque Jessica Jones a quelques doutes, se marier avec un super-héros, comment vont être leurs vies après, etc. Donc quelques doutes, malgré donc une aventure assez intéressante. Et puis The Pulse, c'est Jessica Jones qui est engagée par J. Jonah Jameson, puisque on sait tous que Jessica Jones est une super-héroïne dans cette série. Et puis Jonah Jameson, donc le directeur du Daily Bugle, l'engage pour qu'elle tienne une revue qui s'appellera The Pulse et qui parlera de personnages super-héroïques. Et du coup, ça c'est intéressant parce qu'il y a en plus de ça, en toile de fond, il y a une histoire de meurtre et on ne sait pas qui est à l'origine du meurtre. Et apparemment, c'est peut-être quelqu'un qui, dans l'univers à cette époque-là, était mort. Et en fait, du coup, l'histoire prend un tout autre sens. Et la manière dont c'est écrit, la manière dont c'est dessiné, vraiment, c'est cool. Brian Michael Bendis au scénario, et puis Mark Bagley au dessin. J'adore le dessin de Mark Bagley. Je connais pas énormément Mike Bagley, mais Mark Bagley, pardon. Et puis Brian Michael Bendis fait assez bon scénario aussi. Et là, ça fait partie des bons Brian Michael Bendis. Et enfin, pour terminer ce mois de décembre 2016, j'ai lu 2 petits comics indépendants que j'ai reçus à Noël, que j'attendais avec impatience. Et bien, c'est Nail Biter tome 2. Et bien, Nail Biter tome 1 est derrière moi, et c'est donc une histoire de tueur en série. Je vous laisse revenir sur une émission de je sais plus quand, ça doit être septembre, où j'avais lu le tome 1 qui était vraiment une pépite. Là, moi j'adore toujours autant. J'en ai lu des avis qui étaient moins positifs que d'habitude, mais là on a vraiment la mise en place d'un univers de tueurs en série que on se perd tellement il y a de tueurs en série, et c'est génial. C'est génial, il y a tellement de tueurs en série, il y a une originalité sur les tueurs en série, les dessins sont toujours aussi beaux. Et puis on a même des petits caméos de scénaristes qui existent vraiment. J'ai noté 2 caméos, un parlé assez important et puis un deuxième qui est juste un petit clin d'œil. Il y en a peut-être d'autres, mais je connais pas les têtes de tous les scénaristes. Je vous dis pas qui fait ces caméos, mais franchement j'ai trouvé ça très drôle. C'est en plus il y en a un des 2 auteurs que j'apprécie vraiment et puis le deuxième que je connais moins. Et puis donc du coup vraiment une très bonne histoire. Et puis enfin Birthright tome 3, toujours aussi bonne série. Ça confirme que c'est donc une série vraiment excellente. On est toujours dans ce heroic fantasy, ce personnage là qui revient ce gamin qui revient de ce monde fantastique, qui revient donc dans la réalité et qui doit toujours lutter en fait. Et de plus en plus de gens vont soupçonner qu'en fait peut-être qu'il dit peut-être pas tout, et en fait il lutte peut-être pas pour le bien, etc. Et peut-être voilà. Et vraiment il y a des remises en cause tout le long, et je dis beaucoup de et, mais voilà, je sais pas quoi dire d'autre de ce truc. C'est vraiment un très très bon récit aussi. C'est peut-être pas le meilleur tome que j'ai lu de Birthright, mais franchement ça met en place vraiment le truc, ça avance bien. Je pense qu'on va avoir un truc qui peut être très surprenant sur la suite et qui peut continuer à être excellent. C'est déjà très très bon. Moi je pense que cette série, ça reste une des meilleures séries que je vais lire, avec Nail Biter aussi. Au niveau indé, ça change toujours de ce qui est Marvel d'ici. Et franchement, là c'est vraiment d'excellentes séries, donc je les conseille fortement. Si vous avez des anniversaires bientôt, eh bien Birthright et Nail Biter, pour l'instant il y a 3 tomes de Birthright, 2 de Nail Biter. C'est 2 conseils que je fais impérativement parce que ce sont de très bonnes séries. Pour moi, ce sont de très bonnes séries. Une série qui est très réaliste, un Nail Biter avec ses tueurs en série, enfin très réaliste pour l'instant. Et puis une série fantastique qui est donc Birthright. Voilà. Donc c'est tout. Je ne vais pas continuer à parler pendant des plombs, déjà que c'est déjà très long. Du coup, sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était le Geekophile. Ciao, ciao.